On va parler de l'économie russe ce matin avec l'un de ses grands spécialistes, Régis Janté. Bonjour, vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. On va parler de l'économie russe, mais avant, j'aimerais avoir votre avis quand même sur l'affaire Epstein. Vous avez écrit ce livre, Notre homme à Washington, Trump dans les mains des Russes. Quand vous regardez l'affaire Epstein dans son détail, est-ce que vous voyez derrière l'action russe à travers la culture du compromat, à travers la manière dont travaillait Epstein? Est-ce que ça vous saute aux yeux? Non, et quand j'ai écrit mon livre, j'ai pas mis le mot Epstein dans mon livre. J'avais travaillé sur lui, sur son presque beau-père, Monsieur Maxwell, mais non, c'est pas surprenant. Mais la culture du compromat, elle est pas seulement russe, à vrai dire. Le fondateur du FBI dans les années 40, je crois, Edgar Hoover, disait qu'il tenait toute l'Amérique, y compris le président Kennedy, sur d'où venait l'argent et avec qui vous couchez. Et donc c'est vieux comme le monde en fait. C'est vieux comme le monde, ça fait partie des techniques, mais effectivement, ensuite. L'ampleur qu'avait le réseau incroyable d'Epstein faisait évidemment qu'à un moment donné, il est allé chasser, si je puis dire, sur les terres russes et que les Russes sont venus l'approcher. Et il y avait des gens, certainement du FSB, du KGB, des services qui étaient autour de lui. Il avait beaucoup de femmes russes, pas seulement pour les questions de mœurs, mais aussi qui l'assistaient et qui ont pénétré, par exemple, dans la Silicon Valley, etc. Et là, c'était pas juste des affaires, c'était des gens, certainement, qui étaient missionnés. Sur l'économie russe, Vladimir Poutine a admis que l'économie recule. On est désormais autour des 1% de croissance contre 4,3% l'année dernière. Est-ce que l'économie de guerre arrive à son bout? Est-ce qu'on a trop tiré sur la corde? Est-ce que c'est la guerre contre l'inflation, comme il le dit lui, qui coûte cher? Comment vous analysez ça? Oui, je crois que c'est quand même la guerre contre l'inflation, et ce ralentissement, il est provoqué en fait. Il n'est pas véritablement subi. Enfin, c'est un choix. Et par le taux directeur essentiellement, qui est encore à 16%, il a baissé. Il avait été monté en 2024 à 21%. Et là, évidemment, il y avait beaucoup de monde dans le secteur économique qui s'en plaignait. Mais ça a fait que l'inflation semble maîtrisée. Il faut se méfier des chiffres en Russie en ce moment, parce qu'on est en guerre, et donc il y a beaucoup de secrets sur ces chiffres, il y a beaucoup de bluffs aussi parfois. Elle est peut-être un peu plus haute que ce qu'on dit, mais l'inflation est retombée, ça a plutôt marché, semble-t-il, autour de 5-6%, quoi. Donc c'est plutôt provoqué, et en même temps, effectivement, la guerre pèse très très lourd, effectivement, et crée beaucoup de déséquilibre dans l'économie russe. Annalisa. En parlant de guerre, il y a un des conseillers très proches de Vladimir Poutine, qui est Sergueï Karaganov, qui a déclaré il y a quelques jours que la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine, mais qu'elle est en guerre contre l'Europe. Ouais. Est-ce qu'elle en aurait les moyens ? Non, probablement pas. Probablement pas. Ça dit la Russie aussi, c'est une puissance, on peut pas dire que c'est une puissance pauvre, c'est une grande puissance, mais je fais référence à un livre fameux qui s'appelle La puissance pauvre, parce que la Russie n'a jamais eu la puissance des États-Unis et même de l'Europe. Donc elle compense, si vous voulez, sa stratégie sur la scène internationale avec des moyens de pays pauvres. On fait de la propagande, ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir une vraie économie puissante pour s'imposer face à ses voisins. Karaganov, c'est pas un conseiller proche de Poutine. En fait, Poutine n'a pas de conseiller proche, enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est lui qui décide véritablement. Donc ce sont plutôt des gens qu'on utilise, dont on fait croire qu'ils sont à proximité et qui se trouvent en fait être simplement des gens qui expriment des messages émanant du Kremlin, quoi. Donc non, probablement pas. En revanche, une guerre larvée, on le voit par des moyens hybrides, ou bien une agression qui ne dirait pas son nom contre un des pays de l'OTAN et européens, par exemple un pays balte, ça c'est pas du tout exclu, on peut pas l'exclure, parce que il faut comprendre que Poutine, c'est quand même quelqu'un qui pense d'abord politique, géopolitique. Et il soumet l'économie à tout cela, en fait. Mais on a l'impression, à vous entendre, qu'on n'a pas réussi à atteindre l'économie russe avec les sanctions. On voulait nous faire la guerre économique. Non, vous dites ouais. Si, quand même. Parce que vous me dites c'est volontaire, ce ralentissement de l'économie. Oui. Parce que Poutine, c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, et notamment en termes d'économie. Et je disais que la priorité, c'est la politique, et il soumet l'économie à la politique, ce qui fait plein, évidemment, d'hommes d'affaires qui sont très mécontents en Russie. L'essentiel des hommes d'affaires russes sont contre cette guerre, depuis le premier jour. Et là, ça change un peu, d'ailleurs. Et là, j'ai des bonnes informations qui montrent que des gens qui sont très proches de lui, qui ont proposé la guerre, qui l'ont encouragé à faire cette guerre en Ukraine, notamment un de ses vieux amis milliardaires qui a passé le Covid avec lui, et pendant la période du Covid, tous les deux
conçu cette guerre, visiblement, eh bien, en ce moment, on est en train de changer d'avis et en train de conseiller à Poutine d'arrêter la guerre. Mais les conseillers qui l'écoutent, ce sont les hommes des services de force, etc., quoi. Donc ça, c'est quand même l'essentiel. Les sanctions, elles mordent. Elles font vraiment mal, quoi. Ça c'est sûr. Cela dit, entre les sanctions réussissent au sens où Poutine dit « Ok, j'arrête la guerre » et puis elles ne marchent pas du tout, il ne se passe rien. Il y a tout un tas de nuances et c'est à nous, tous, là, d'essayer de décrire là où ça en est. Mais elles mordent véritablement. Et ce qui mord, ce sont aussi les relations avec l'Inde. L'Inde qui devrait, selon en tout cas ce que dit Donald Trump, arrêter d'acheter du pétrole russe pour se tourner vers les Américains. Ça aussi, ça va mordre. Oui, effectivement, c'est très important puisque du fait de la guerre et des sanctions imposées à la Russie, le pétrole russe coule beaucoup moins vers l'ouest qu'il ne le faisait. Et donc, il s'est réorienté sur l'est, d'abord sur la Chine. En gros, la moitié des exportations russes de pétrole se font vers la Chine et puis le reste, beaucoup vers l'Inde. Là, pour le coup, effectivement, Trump nous a beaucoup surpris parce que pendant longtemps, il n'a pas mis de sanctions sur la Russie, il n'a pas mis la pression sur Poutine, d'où cette relation très ambiguë dont on ne sait pas exactement quel est le fond. Mais lorsqu'il a décidé de le faire, en sanctionnant les deux grandes sociétés pétrolières russes, Rosneft et Lukoil, fin 2025, et puis en mettant la pression sur l'Inde, effectivement, ça a tout de suite baissé, effectivement. Là, il y a un accord commercial et douanier qui vient d'être passé entre l'Inde et les États-Unis, avec une ambiguïté, parce que M. Trump dit c'est bon, on s'est mis d'accord. Et Modi dit rien. Et Modi dit rien, exactement. Et là, on va voir ce que ça donne, effectivement. Annalisa. Ce qu'on voit aussi, ce sont des actifs symboliques nationalisés, puis vendus à moitié prix, presque bradés. C'est le cas, par exemple, de l'aéroport de Moscou, Domodedovo, qui a été vendu à moitié prix il y a quelques semaines. Qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de survie, de reprendre un peu d'oxygène pour l'économie russe? Ce sont aussi des cadeaux aux oligarques, peut-être? Je ne pense pas que ce soit des cadeaux aux oligarques. Vous avez raison de poser la question. Je ne pense pas que ce soit le cas. Encore une fois, Poutine, lorsque tout va bien, il laisse ses amis faire de l'argent et c'est une économie qui est souvent assez mal gérée en réalité. En revanche, quand on revient à la macro et puis dans un temps de guerre comme ça, là, il resserre les boulons, si j'ose dire, et c'est quand même géré de manière beaucoup plus rationnelle. Et donc, je pense que c'est plutôt une manière, en l'occurrence, de trouver de l'argent là où il y en a, notamment, en l'occurrence, je pense que ce sont les frères Rothenberg, ce sont des vieux amis qui faisaient du judo avec M. Poutine, qui sont assez riches, en tout cas, pour pouvoir le reprendre. Et ce sont des gens qui travaillent beaucoup dans le secteur des infrastructures. Donc, je crois que c'est plutôt de cet ordre-là. Le secteur de l'aviation, et en général, et de la construction, mais aussi du voyage, disons, se porte très mal. C'est un des secteurs qui souffre énormément, avec des entreprises, par exemple, qui ne peuvent plus avoir accès aux pièces. Il y a un problème de pièces. Aux pièces détachées, aux pièces de remplacement. Donc, c'est vraiment un secteur qui souffre. Donc, je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. Cela dit, à un moment donné, ça se transformera en cadeau s'ils en ont l'occasion. Merci beaucoup, Régis Janté, d'être venu nous voir ce matin. C'était passionnant.